Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Et oui, nous revenons voir Monsieur Coca pour vous. Nous avons dernièrement parlé de la gestion des entreprises. Vous étiez très nombreux à réagir. Eh bien, nous le revenons, mais cette fois-ci, pour parler des petites et moyennes entreprises qui sont des facteurs de développement d'un pays. Ici, il réagit en tant que membre de la diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud, mesdames et messieurs. Code 0027, l'un des objectifs, c'est d'apporter notre petite pierre. Aussi petite soit-elle, nous l'apportons quand même pour nous aider à développer la RDC par des idées, des expertises, des Congolais qui sont à l'étranger et qui donnent leur petit apport par rapport au secteur et à leur domaine d'expertise. Bonjour, Monsieur Coca. Bonjour, madame. Comment vous allez depuis la dernière fois? Ah oui, vous avez disparu. On vous revient alors avec des réactions, beaucoup de réactions des Congolais qui ont beaucoup aimé l'émission. Mais merci de nous faire savoir quels sont vos avis. Merci de nous écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci de nous donner vos propositions et surtout, nous vous remercions de l'attention que vous accordez et du temps que vous accordez à nous suivre. Là, M. Coca, nous avons dit que nous allons parler des petites et moyennes entreprises. C'est quoi une petite et une moyenne entreprise? Bon, la petite et moyenne entreprise dépend effectivement de la définition que la loi d'un pays donne. Donc, il n'y a pas une formule générale. OK. Bon, comme son nom l'indique, la petite et moyenne entreprise, c'est la plus petite expression de l'entreprise qui puisse exister. C'est-à-dire que là, on vise beaucoup plus une entité économique qui fait ses exploitations ou bien des affaires, mais dont le nombre d'employés n'est pas très, très grand. Le chiffre d'affaires aussi n'est pas tellement élevé. Et c'est ça même qui fait que ça s'approche beaucoup plus de la plupart, la grande majorité de la population. Voilà. Et si vous dites qu'elle est tellement petite, pourquoi et comment est-ce qu'elle peut être facteur de développement? C'est parce qu'en ce moment-là, c'est la plus petite expression de l'économie qui est en train de s'exercer. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que l'être humain se met en exercice en faisant le travail en commun avec d'autres personnes, donc, qui ne demandent pas assez beaucoup de capital pour pouvoir investir. Et parce comment parce que quand c'est en termes de capital, quand le capital est grand, à ce moment-là, ça crée des difficultés. Mais quand c'est une expression économique assez petite, dont les personnes peuvent quand même prendre en considération, c'est à ce moment-là que les personnes, donc beaucoup de gens s'y mêlent, ça crée le développement, ça crée le pouvoir d'achat. Ben voilà, c'est ça. Et comment est-ce qu'on peut les organiser, les petites et moyennes entreprises? Ici, en Afrique du Sud, ça a été beaucoup plus par le département de Trade Industry, le département du commerce et de l'industrie qui a organisé ça. Vous connaissez le campus qui se trouve pratiquement à Nissaï. Oui, c'est ce que nous avons essayé de créer chez nous, le guichet unique. Voilà, c'est là où on enregistre la petite et moyenne entreprise. Toutes les compagnies ont fait. Et ça, c'est, comme j'ai dit, ici en Afrique du Sud, à l'époque, c'était le CC, les Close Corporation. Et chez nous, on appelle ça les établissements. Je crois qu'on en avait parlé la fois. Le chiffre d'affaires n'est pas assez grand et le nombre de personnes employées n'est pas assez grand. Mais ça s'est défini d'un pays à l'autre. Mais en général, c'est plutôt ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est leur apport dans la société et qu'est-ce que ces petites entreprises apportent et qui peuvent permettre le développement d'un pays? Vous savez, on a toujours dit que le plus grand employeur reste l'État. Mais ce n'est pas l'État qui va toujours faire les choses pour la population. Donc, on vous demande en tant qu'individu de pouvoir contribuer. De quelle façon vous pouvez contribuer au développement du pays en créant une entité économique, faire les affaires, prendre un domaine bien déterminé, vous employez les gens, vous créez de l'emploi, au fait. Ah oui, c'est à ce moment-là que c'est tellement important pour le pays. Et ça crée le pouvoir d'achat et c'est ça qui lance pratiquement l'économie. Et c'est en grand nombre. Voilà, c'est surtout le grand nombre. Ici en Afrique du Sud, vous savez, du temps de l'apartheid, les Blancs occupaient beaucoup plus l'administration. Après l'apartheid, beaucoup de Blancs ont été remerciés parce qu'il fallait promouvoir aussi les Noirs. Alors, qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils ont fait beaucoup plus, ils sont rentrés dans la petite et moyenne entreprise. Avec leur qualification, ils ont créé la petite et moyenne entreprise. C'est comme ça qu'ils ont commencé à donner le service à l'État et à la population sud-africaine. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. La grande force de l'économie sud-africaine, c'est la petite et moyenne entreprise.
Okay. Vous comprenez, pratiquement beaucoup de Blancs. Vous allez voir, surtout dans des business, il y a beaucoup plus de Blancs dans tous les secteurs. Et c'est ça qui fait le facteur de développement d'un pays. Okay. Les activités, et ça crée la classe moyenne. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, dans ce cas de petites et moyennes entreprises, quelles sont les responsabilités et devoirs de l'État, tout comme de ceux qui entreprennent dans ce secteur? Oui, la plus grande responsabilité de l'État, c'est de pouvoir arranger l'environnement. Parce que si l'environnement ne répond pas, l'engouement n'est pas là. Vous comprenez un peu? Et la facilité à la personne, à tout individu de pouvoir créer une entreprise. Je crois qu'au Congo, on a fait un pas avec le guichet unique, mais il faudra encore aller un peu plus loin. Parce que éviter, par exemple, si vous voulez créer une entreprise chez nous, ça prend, je sais pas maintenant, 2, 3 jours, 4 jours. Mais je crois qu'avec le temps, on commence un peu à aller. Mais si en Afrique du Sud, en une journée, comme ça, vous avez la plus petite expression. Mais vous voyez, à l'époque, il y a eu tellement beaucoup de close corporations, donc ce qu'on appelle chez nous les établissements. C'est ça qui a fait que tellement qu'il y en a eu beaucoup. Vous avez parlé de devoir aussi pour petite et moyenne entreprise. Ça veut dire qu'il y a les taxes. Quand l'État fait ça, il permet... Prépare l'environnement. Donc, prépare l'environnement. Maintenant, nous, en tant que doit faire les individus... entrepreneurs. Dans le domaine de... entrepreneuriat. Oui, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut savoir que vous avez le devoir vis-à-vis de l'État. Contribuer à la richesse et surtout au cash flow pour permettre au gouvernement de pouvoir appliquer et faire la politique dans le pays. Et donc, vous parlez là des taxes. Les taxes. Est-ce que vous pouvez nous dire... Prioritaire. Oui, par exemple, les taxes en Afrique du Sud. Comment est-ce que ça circule? Ça se passe comment? Ça se fait comment? Et qu'est-ce que les taxes apportent? Oui, là, on va parler d'une façon globale. Rapidement, parce que s'il faut aller en profondeur, ça peut nous prendre 1 mois, 2 mois, parce que c'est vaste. Non, parce que comme c'est les avantages et qui nous a été demandé, peut-être, on a parlé la fois passée dans le numéro précédent, la dernière fois que nous avons visité, on en a parlé, mais on n'est pas allé en profondeur dans tous les domaines. On a parlé de la formation des jeunes, on a parlé des crédits, de taxes, on a parlé de la gestion des entreprises, mais là, nous voulons nous atteler plus sur les petites et moyennes entreprises. Oui. Vous avez relevé les bons côtés. L'État doit créer l'environnement et l'entrepreneur doit payer les taxes. Alors, si on peut s'attarder un tout petit peu sur les taxes, qu'est-ce que les taxes rapportent à l'État sud-africain, puisque vous en savez un peu? Oui, et ce que les taxes rapportent à l'État sud-africain, c'est le cash flow. Quand je dis le cash flow, ça veut dire que l'argent. Le liquide, oui. Oui, parce qu'ici en Afrique du Sud, les taxes se traitent au niveau des SARS. African Revenue Services. C'est là où tout le monde, parce qu'il y a différents types de taxes. Vous avez les taxes sur la valeur ajoutée. Oui, ça c'est la TVA, le VAT. Vous avez d'abord les taxes sur le bénéfice en tant que personne morale, vous comprenez, et les taxes sur les personnes physiques. Ça veut dire qu'une personne, si vous êtes un businessman, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez 2 taxes à payer. Pas vous en tant que tel, mais il y a vous en tant que personne physique et il y a vous quand vous êtes responsable, mais c'est la société qui paye. C'est ça la clé, c'est un des devoirs de la petite et moyenne entreprise, c'est ça, la comptabilité, accountabilité, rendre compte. Ça veut dire que vous montrez vos états financiers. Il faut une comptabilité. Si vous n'avez pas une comptabilité, la transparence, vous ne pourriez pas arriver. Ça va être difficile. Et comment est-ce que l'État va quantifier vos revenus, tout ça là pour pouvoir tirer quelque chose? Parce que la contribution de tout le monde, c'est ça qui est très important. Vous avez ces taxes-là, vous avez le pays. Le pays, ça veut dire quoi ici en Afrique du Sud? Ça veut dire qu'on tire à la source. Ça veut dire que sur les gens qui travaillent, vous avez votre salaire, ici on appelle ça grosse, ça veut dire que le brut. Oui, et on vous taxe suivant votre revenu. Il y a des tableaux sur ça. C'est très simple ici en Afrique du Sud, il n'y a pas beaucoup de théorie. Et s'il y a des tableaux, vous allez sur leur website, vous mettez le montant, ça vous donne les taxes à appliquer. Ce qui est important, c'est à la fin de chaque année, chacun doit chercher à faire l'assessment. Ça, vous faites l'assessment, vous déclarez maintenant. On fait un état de rapprochement. Quand on fait un état de rapprochement, soit vous ne devez pas à SARS, donc à l'État, soit SARS vous remet aussi de l'argent, et c'est pour que vous avez beaucoup payé, et SARS vous remet, ou parfois vous avez payé moins.
qu'on fait les ajustements. Parce qu'il faut faire l'entrée les médicales, l'aide et toutes les histoires sociales. À ce moment-là, vous faites vos déclarations. Nous pouvons supposer que la taxe, c'est ce qui permet à l'Afrique du Sud de nettoyer les rues, de créer la lumière. C'est avec cet argent-là que l'État fait tout ce qu'il y a à faire. Payer les fonctionnaires, ça c'est la plus grande chose que l'État fait. L'armée, la police, les grands travaux et tout ça. Parce que quand il y a un effet de retour, c'est à ce moment-là que la population est motivée. Tout le monde est content de payer. Mais quand on ne voit rien, c'est à ce moment-là que ça... Vous pensez que les mêmes conditions, on peut faire une superposition de cette réalité en Afrique du Sud, en RDC, que ce soit de la part du gouvernement qui a une responsabilité de créer l'environnement et de recevoir les taxes, et encore de la gestion de ces taxes avec tout ce qu'on a comme problème de détournement en RDC, et puis comment est-ce que ceci peut être reçu par la population qui doit être taxée sans être dans un environnement propice à la réussite de ce business. Le grand problème chez nous, et c'est ça qui crée un peu beaucoup de difficultés, c'est l'identification de la personne humaine, qui est même au centre de l'économie, qui est même au centre de la sécurité du pays. Quand vous n'avez pas identifié la personne, ça ne crée pas la confiance. Et vous ne savez pas dans quelle direction il faut aller. Par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est la carte d'identité. Chaque personne doit être identifiée. C'est très important. Parce que quand quelqu'un est identifié, c'est même la base même de l'économie. Oui. Vous comprenez un peu? Parce qu'un investisseur, quand il arrive, il va voir tout cet aspect-là. Et parfois, nous ne voyons pas ça. Mais quand on apprend qu'au Congo, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas tout ça. Non, ça ne va pas. Ça ne crée pas une bonne intention pour que quelqu'un puisse venir investir. C'est ça qui fait que, même pour la taxation, comment est-ce que le service de la taxation va pouvoir identifier toutes les personnes? Il n'y a pas moyen. Okay. Et puis, en plus, c'est question d'avoir cette confidence en vous, en tant que Congolais. Parce que quand vous avez une carte d'identité, ça veut dire que vous savez que non, l'État me connaît. Ça nous fait, comment dirais-je, une globalité. Donc, ça veut dire qu'on se sent Congolais. La carte d'identité vous donne une certaine, disons, personnalité. Ça vous donne une certaine identité. Ça veut dire qu'on sait, non, je suis Congolais. Et ça nous met tous dans une même boîte. Et c'est à ce moment-là qu'on sent vraiment que non, nous sommes tous unis. Et puis on ne sait même pas retrouver qui où, au cas où il faut faire le suivi. Ben oui, parce qu'ici en Afrique du Sud, quand vous appliquez quelque chose, on vous demande aussi là où vous habitez. Oui. C'est très important. Tout est lié. Tout est lié. On va vous demander proof of residence. Oui. Parce que, parce que la plupart de chez nous, les gens sont beaucoup plus locataires. Il n'y a pas beaucoup de propriétés. Oui, mais nous sommes aussi locataires ici en Afrique du Sud, mais on est traçable. Mais on est traçable parce qu'on va vous demander, par exemple, votre bill d'électricité. Si vous ne voyez pas ça, mais votre propriétaire peut faire une lettre. Exact. Celui qui est votre propriétaire, comment on appelle ça? Le owner. Le owner. Il va faire une lettre, tout ça, vous allez à la police, on identifie tout ça, vous donnez ça comme proof of residence. Oui. C'est ça qui crée la confiance. Et c'est ça qui va faire que non, même les services des impôts chez nous là-bas, c'est la DGI, on va pouvoir identifier tout le monde. On va se sentir obligé, on va se sentir être dans cet engouement-là. Et c'est très important. Ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas négliger. C'est un facteur qu'on ne peut pas négliger. Et ça crée la confiance entre l'État et l'individu congolais. Déjà qu'il y a encore beaucoup à dire par rapport à cette histoire d'identification en RDC. Même pour la sécurité du pays, savoir qui est qui. Parce que nous, dans la cité, c'est simple. Parce que comme nous vivons là-bas au Congo, on se connaît, il habite là-bas, tout ça là. Mais le contrôle, c'est ça qui fait défaut. Mais vous allez à la Gombe. Mais c'est difficile d'identifier les gens comme ça. Hein. Parce que vous ne savez pas celui qui habite au 18e niveau ou celui qui habite là-bas et puis chacun rentre dans le parking, on se voit rarement. Mais à la cité, oui. S'il y a un étranger qui est là, on sait facilement l'identifier. Mais à la Gombe, c'est pratiquement difficile, à moins qu'il soit répertorié par la DGM. Mais c'est ça, il faut qu'il y ait un effort sérieux pour résoudre. C'est un conseil que vous donnez au gouvernement, l'identification. Absolument. Mais à part ça, vous pouvez aussi dire un mot par rapport à la réception aussi de ces taxes. Quel conseil vous pouvez donner par rapport à la gestion de cet argent que le petit peuple déverse? Parce que nous avons vu dernièrement sur les réseaux sociaux les petits vendeurs ou les faisant des petits commerces qui se plaignent. Il y a tout le monde qui vient, il y a les différents ministères qui viennent coller
collecter la taxe, un petit shop, un petit magasin. Encore, comment est-ce qu'on peut charger la taxe de quelqu'un qui a un grand business, un grand supermarché, et quelqu'un qui a ce qu'on appelle communément chez nous un ligablo? Et la dame était finalement en pleurs, elle disait combien de services viendront collecter la taxe? Ok, comment ça se gère? Un petit conseil de vous? Non, il y a un problème fondamental qui se pose. Il y a un problème fondamental qui se pose, c'est un problème réel au pays. Oui. Pourquoi? Il faut d'abord chercher la source. Quelle est la motivation qui fait que cette personne-là vienne vous demander la taxe? Exact. À n'importe quel moment. On a connu des cas chez nous au pays. Mon épouse avait un shop là-bas à Kinshasa, un salon de coiffure, on en a vu de toutes les sortes. À l'époque, évidemment, pas maintenant. Parce que cette personne-là qui vient, d'abord, il n'est pas bien rémunéré. Ça veut dire que nous avons pratiquement un cercle vicieux comme ça, là, qu'il faudra absolument casser. Le système de la corruption. Ces cercles vicieux-là, il faut absolument casser ça, couper ça. Parce que si on ne coupe pas ça, nous allons continuer comme ça. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord identifier, parce que tel que nous sommes là, il y a des gens qui participent. Donc, les plus nantis sont au pays. Ça, il ne faut pas se le cacher. Les plus nantis sont au pays, dans des différentes fonctions. N'importe quel niveau, tout ça là. Je ne veux pas citer ici, mais nous avons un groupe de gens qui ne payent pas la taxe de l'État. Parce qu'il y a moyen de faire de plus, même au moment où je vous parle là. Si on essaye de bien s'organiser en faisant d'abord pression à ces gens-là, comme j'avais dit, l'identification est très importante. Oui. Ça va aider même la DGI à bien faire son travail. Mais quand on ne vous connaît pas, comment est-ce qu'on va vous chercher? Non. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est l'impunité. Quelqu'un fait une faute, on ne punit pas. Et Dieu merci, maintenant on voit le travail qui se fait par l'actuel ministre de Justice. Espérons qu'il va aller jusqu'au bout. Parce que quand quelqu'un sait, mais parfois même, il ne faut même pas mettre quelqu'un en prison. Il faut seulement lui dire non, vous payez. La plus grande souffrance qui peut être infligée à quelqu'un, c'est la poche. Quand on dit non, vous payez, à ce moment-là, ça fait souffrir. Et il va réfléchir. Ça, c'est la dissuasion. Vous comprenez un peu? Alors, si tous ces gens-là, ici en Afrique du Sud, quand vous ne payez pas, on va commencer à vous envoyer des sommations. Parce que d'abord, vous êtes bien identifié. Deuxièmement, on connaît là où vous habitez. Même si vous fouillez, on va vous trouver. Parce que rien parce que la carte d'identité sud-africaine, oui, il y a tout là-dedans. Il est lié aux banques bancaires, partout où vous allez, c'est bien informatisé. Et c'est ça le système que... Bon, on ne va pas y arriver d'un coup. Il faut qu'il y ait un effort. Exactement. Je sais que la DG est en train de faire un effort, il y a moyen de faire un peu plus. Et pour y arriver, ce n'est pas en une nuit ou en un jour, mais c'est aussi, ça demande l'effort de tout le monde. Parce que comme je disais au début, cette émission s'est faite dans le but d'apporter une toute petite contribution. Et nous pensons aussi du reste que tout un chacun mettra du sien afin que nous puissions réaliser quelque chose. Parce que si ça ne tient qu'à ce que nous faisons ici, c'est vraiment une perte de temps, à moins que les personnes concernées ou les parties concernées ne se mettent au travail. Alors donc, vous étiez en train de nous parler de la responsabilité qu'a l'État et quand ceux qui entreprennent de payer les taxes, mais aussi l'État a la responsabilité. Quand il y a un effet retour, ça crée de l'engouement, chacun sait. Ici, on le voit, les gens partent et ils payent. Et parfois, on les oblige même pas, c'est un devoir. Exactement. Et encore faut-il qu'on éduque la population par rapport aux taxes, mais ça demande encore que la population voie les résultats de la taxe payée. Vous ne pouvez pas commencer maintenant à parler des taxes à la population qui n'a pratiquement rien. Exact. Parce que si vous regardez bien, je ne sais pas les taux de chômage que nous avons chez nous, mais c'est quand même huge, c'est quand même grand. Bon, c'est ce qu'il faut faire, parce que il y a la plus petite contribution d'un chacun, sans pour autant que la population puisse sentir un certain étranglement, ça peut faire l'affaire. Exact. Vous comprenez? Vous vous rappelez avec cette histoire des rames qu'on avait fait? Je ne sais pas combien de millions ils avaient eu. Mais la gestion de cet argent, c'est ça qui a posé problème. Mais si avec cet argent-là, on avait essayé de faire quelque chose que la population voit et on sent que non, il y a un changement. N'oubliez pas, madame,
Ce qu'il faut faire, c'est l'apparence, l'environnement économique, l'environnement du pays. Avant même d'aller en profondeur. D'aller en profondeur. C'est ça l'effet psychologique. C'est ça l'effet. D'ailleurs, on ne voit rien de tout ça parce que les gens ne voient rien. Et c'est même la difficulté pour que les gens viennent de l'étranger. Et c'est ça on peut encore. Parce que la dernière fois, on a parlé de l'accueil à l'aéroport et tout déjà. Moi, j'ai des cas concrets. J'ai des cas concrets des investisseurs qui ont dit qu'ils ne viendront plus jamais chez nous. Donc, il faut changer les apparences là. Non, vous comprenez un peu, la population congolaise est prête à participer. Il faut avoir l'amour de notre pays. Moi, j'ai l'amour de notre pays et je veux que ça se développe et je veux que le pays aille de l'avant. Et c'est ça mon souhait. Encadrer la jeunesse, faire tout ce qu'il faut. Parce qu'il faut absolument, nous parlons de la taxation, et c'est ça justement. Quand il y a un effet retour, que les gens voient qu'il y a un effet retour, tout le monde va participer. Tout le monde va participer. Je peux vous donner encore un autre exemple. Oui. Ce n'est quand même pas possible que ce soit toujours, par exemple, un gouverneur qui doit passer dans chaque commune pour aller voir des histoires. Et que font les bourgmestres? Ah oui, que fait le bourgmestre? Ils doivent travailler. Je peux vous dire quelque chose qui va vous surprendre peut-être. Ne fût-ce qu'avec... Prenez par exemple la commune de Lemba. Il y a combien de maisons? Si ne fût-ce qu'avec l'aide des structures qui existent chez nous, je peux dire par exemple la SNEL, on prend seulement ne fût-ce qu'à $1 ou $2 pour ce qu'on appelle les return tax. Donc, si vous êtes locataire, c'est votre propriétaire qui paye. On prend seulement ne fût-ce qu'un $1 ou $2 en charge. Ça va faire combien chaque mois? Donc, chaque commune doit avoir au moins la capacité d'autofinancer. Oui. Pour avoir de l'électricité. Oui, avoir l'électricité. Non pas seulement ça, développer la commune. Oui. Les routes, les panneaux, les signalements de la route, l'environnement, tout ça, arranger le feu rouge et tout ça, là, même arranger la police communale. On ne va pas quand même attendre que le gouvernement central fasse tout. Non, il faut avoir des idées. Et ici, on a vu ça en Afrique du Sud. Vous savez ce qu'on appelle les skill levies ici, en Afrique du Sud. On prenait ne fût-ce qu'un 1%, chaque compagnie payait. La compagnie paye 1%, l'individu paye 1%. Ça fait 2%. Ils ont eu tellement de l'argent à un moment donné, ils ont dit non. On arrête. Oh oui, mais ça continue toujours, mais ce n'est pas obligatoire. Ils ont fait beaucoup de choses. On peut tout dire de ce pays ici, mais nous vivons ici, nous voyons comment. Le minimum est assuré. Il n'y a pas la perfection ici, non. Non. La perfection n'est pas de ce monde, mais qu'il y ait un minimum. Et on peut le faire chez nous. La contribution d'un chacun de nous. Et surtout ceux qui sont ils ont une certaine parcelle d'autorité pour arranger les choses. C'est ça même la base de la gestion. Vous comprenez un peu? Et s'ils le font, et on voit un effet retour, comme je l'ai dit, on voit les routes, on arrange les routes, on voit, il y a le feu rouge, mais oui. Ça va aller. La population, chacun va commencer à se débrouiller. Mais si ce n'est pas le cas, la population semble être abandonnée. On ne parvient pas. Les gens, on tourne en rond. Mesdames et messieurs, nous parlons des petites et moyennes entreprises, facteurs de développement d'un pays. Et parce que nous parlons du développement au travers des petites et moyennes entreprises, nous voyons quand même la jeunesse, bien que nous ne pouvons pas nous atteler seulement sur la jeunesse parce que le cas de chômage en RDC, il touche même ceux qui sont en âge avancé, qui peut-être aussi veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comment vous pensez que nous puissions former ces jeunes qui sont l'avenir de la nation dans l'entrepreneuriat? Il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Hein. Ça, c'est un aspect pour la jeunesse. Oui, puisque nous parlons du facteur de développement, l'entrepreneuriat, oui. Oui, et ça, c'est un aspect pour la jeunesse. Oui. Et de l'autre côté aussi, c'est de l'emploi. Vous comprenez un peu? Même du côté entrepreneuriat, ça veut dire que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, en dessous de ça, il y a aussi l'emploi. Parce que quand vous créez une entreprise, ça veut dire que vous aurez les gens qui vont travailler pour vous. Ne fait que si chacun prend ne fût-ce que 5 ou 10 personnes, vous créez de l'emploi pour les gens. Vous comprenez un peu? Mais je crois qu'il y a tout un ministère chez nous. Pour la jeunesse, il y en a, non? Oui. Il faut une collaboration de certains ministères. Vous avez le ministère de la jeunesse, vous avez le ministère
comment dirais-je, il y a encore quoi, la petite et moyenne entreprise. Ça existe chez nous. Oui. Alors, toutes ces entités-là, il y a d'autres, on peut citer, comment on appelle ça, ce qui dépend de l'économie et de l'industrie, fonds FPI. Ah oui, tout ça, c'est à ce moment que vous faites un programme pour essayer d'un peu de former la jeunesse. Parce que, comme j'avais dit la fois passée, quand vous formez la jeunesse, il faut en définitive qu'ils puissent se retrouver. Parce que s'ils ne se retrouvent pas, ça ne crée pas un facteur de motivation. Il faut mettre dans leur cerveau que non, si on fait ça, c'est pour arriver à tel objectif. Donc, on leur explique. C'est ça, pratiquement, le travail que nous avons fait dans ce pays ici. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Et les détails, on peut toujours s'arranger pour pouvoir donner à ceux qui... Et par rapport à créer des petites entreprises, quel est le conseil que vous pouvez donner au gouvernement congolais en ce qui concerne l'octroi des crédits aux jeunes pour leur permettre d'entrer dans ce... L'État ne donne pas de crédit. Hein. Mais ça devrait pourtant exister, n'est-ce pas? L'État ne donne pas de crédit. Il faut aller dans des banques commerciales. Oui, par exemple, si... Et comment encore ça va nous ramener à l'idée? Oui, ça veut dire que l'État, à travers certaines structures, peut se présenter comme étant garant. Quand c'est bien organisé, alors les banques vont trouver la facilité de pouvoir faire le backup, donc financer la petite et moyenne entreprise au Congo. Et pour avoir quoi en retour, par exemple? Dans quel sens? Quand ils financent les petites et moyennes entreprises. C'est leur contribution au développement du pays. Au développement du pays, ça c'est le business de la banque. C'est ça que la banque cherche. Oui. Ils donnent l'argent, vous faites le business, mais ils ne vous donnent pas ça en cadeau. Oui, exactement. Justement, oui, c'est ce que je voulais savoir. Ils reçoivent qu'en retour. Oui, il y a un retour. Ça veut dire que vous payez le loan, le prêt qu'on vous donne, vous allez travailler. Il ne faut pas confondre. C'est là encore un autre problème. Ça veut dire que comme j'avais dit la fois passée, on doit former la jeunesse. On doit former, comment former la jeunesse? Par des séminaires, par des formations, il y a toute une série de mesures qu'il faut prendre. Oui. Et être pragmatique. Il ne faut pas rester dans la théorie. Comme j'ai dit, il faut en définitive expliquer qu'il y a une certaine motivation. S'il n'y a pas de motivation, ils ne viendront pas. Ben, il n'y a rien pour rien. Ah oui, il faut qu'il y ait une certaine motivation. Après, parce que nous voyons ça. Et nous avons des talents chez nous. On voit ça dans la jeunesse. Nous avons des talents, des petits qui arrangent des montres, qui arrangent des pneus, des quados. Vous avez dans toutes les sphères des activités. Mais ils sont toujours rudimentaires. Ils sont toujours rudimentaires. Et c'est ça le problème que nous avons. Et de l'autre côté, si vous regardez aujourd'hui au Congo, il n'y a plus de grands businessmen congolais. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Quand vous regardez ceux qui font le business, pratiquement surtout le business des alimentations, là, des supermarchés, on voit la plupart des étrangers qui mettent la main là-dedans. Et nous, les Congolais, nous sommes où? Vous comprenez un peu? Oui, c'est à ce sens-là. Donc, il faut un effort commun de tout le monde. Oui. Le bon côté, pour le moment, nous avons un président qui fait tout pour le pays. Lui fait sa part. Et le développement du pays, il n'y a pas que le président. Mais même s'il faisait sa part, il y a combien de gens derrière lui qui devraient chacun mettre sa part? Qui puissent amener de leur participer, aider le président à accomplir ce dont il a à faire. Pour le développement de tout un chacun de nous. Le président va passer, nous allons passer, tout le monde va passer. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, à nos cocos, à tous ceux qui viennent, les générations futures? Point d'interrogation. Si on ne fait pas un effort maintenant. Est-ce que vous pensez qu'un effort est fait dans ce sens-là de vouloir éveiller la conscience de tout un chacun, afin que chacun comprenne que nous avons chacun la responsabilité de vouloir et de travailler pour relever ce pays qui est par terre. Vous pensez qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens? Quand par exemple à la télé, à longueur de journée, on ne parle que de détournement, vous pensez que les gens sont motivés à travailler afin que nous puissions relever le pays? Oui, il y a quand même des gens. Vous disiez, nous essayons de mettre un peu de ce que nous pouvons, votre savoir, vous êtes du domaine, et la petite tranche ici, c'est pour que les Congolais de la diaspora et ceux que nous rencontrons sur nos chemins, nous les cherchons pour vous, afin que vous puissiez, la RDC puisse bénéficier de l'expertise. Vivant en Afrique du Sud, ils sont
assez développés et nous avons beaucoup appris d'eux. Alors, vous transmettez votre savoir. Est-ce que vous pensez qu'un effort est mis dans ce sens-là où il faut... Oui, moi je crois que oui. Okay. Parce que depuis que le président est arrivé au pouvoir, il a réhabilité l'inspectorat des finances. Parce qu'à l'époque, nous avions quel budget? 4 milliards. Aujourd'hui, c'était à 16, c'est passé à 18 milliards. Ça veut dire qu'il y a quand même un effort qui a été fait. Mais nous pouvons faire plus. Le Congo, normalement, tel que nous sommes, nous pouvons même arriver à 100 milliards de dollars. Et il y a moyen d'y arriver. Et quand on est à ce niveau-là, ça veut dire que tout le monde va pouvoir se retrouver. Le problème, c'est quoi? C'est de pouvoir serrer là où les gens ont le bras long. C'est ça. Et surtout, les gens cherchent beaucoup plus une parcelle d'autorité parce qu'ils savent que là, je vais chipoter. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'était l'impunité. Et merci, we thank God, parce que maintenant, c'est un peu plus sérieux avec l'arrivée du ministre Mutamba. Et on a commencé un peu à serrer. Déjà, Linguet a fait un bon travail. Et ça, il ne faut pas le nier. Hein. C'est comme ça qu'on est arrivé là où on est. Je crois qu'il y a un effort qui est en train d'être fait. Donc, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Et on appelle à chaque Congolais d'être un peu consciencieux. Et comme j'avais dit, si avec ce que nous avons, il y a un début, on commence à arranger un peu, on le sent, l'environnement change, ça va mettre tout le monde dans le train. Mais si l'environnement ne change pas, ça va être difficile. Quand je dis environnement, ça veut dire que les infrastructures, surtout dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce que je veux dire? Notre aéroport, c'est pour attirer les investisseurs. Comment faire le business, parce que l'électricité, par exemple, quelqu'un qui vient d'ailleurs, même en tant que local, en tant que Congolais, s'il n'y a pas une bonne électricité, est-ce que vous voulez faire le business? Vous ouvrez un shop ou bien une entité industrielle. Vous saurez pas. Mais il y a le projet de l'extension de la ville de Kinshasa, vous en dites quoi? Vous pensez que c'est fait dans le sens de marquer un pas dans l'avancement et dans le développement? Ça, ce sont des appartements de luxe. Est-ce que c'est une priorité? C'est bon, mais qui va habiter à la Gombe, qui habite là-bas? Ce que nous devons chercher d'abord, c'est de pouvoir réhabiliter l'homme. Vous ne pensez pas que c'est fait dans le sens d'imiter un peu le président Kadhafi qui a créé, déplacé, oui, mais arrangé, ça dépend dans quel contexte ils veulent faire ça. Si c'est pour des appartements de luxe, je crois que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pas une perte de temps, ça va jouer quand même un peu, oui, mais ce n'est pas ce que nous cherchons pour le moment. Quand vous regardez l'habitat au Congo, c'est vraiment... C'est horrible. Quand vous êtes quand je monte sur, comment on appelle ça, le saut de mouton vers Pascal là-bas, mais c'est horrible. En tant qu'économiste, vous pensez que c'est quoi la priorité de la RDC par rapport à développer des petites et moyennes entreprises? Vous pensez que c'est quoi la priorité maintenant? C'est de pouvoir attirer d'abord les investisseurs, la création d'emplois. Les investisseurs. Pour les nationaux et même pour les étrangers qui veulent venir chez nous. Créer un environnement, comme on a dit, propice pour que quelqu'un puisse bien travailler, faire le business. Éviter, parce que pour être vraiment pragmatique, vous avez des problèmes d'embouteillage. Vous ne pouvez pas faire le business avec cet embouteillage. C'est un désordre d'embouteillage. Moi, j'ai même dit la fois passée, ça, ce n'est pas un embouteillage, c'est un désordre organisé. Comment voulez-vous, vous êtes en route, quelqu'un tombe en panne, il laisse son véhicule là, oui, il crée un embouteillage. On peut en rire, mais ça fait très mal. Il y a quelqu'un qui raconte que quelqu'un qui prend l'avion de l'aéroport de Njili arrive en Afrique du Sud pendant que quelqu'un est bloqué quelque part dans un embouteillage à Kinshasa. C'est difficile, il faudra qu'on arrange. Et le problème est simple. Le problème est simple. C'est quoi votre proposition? Ma proposition. Vous dites que c'est simple, mais ça ne semble pas être si simple que ça. Simple, parce qu'on est dans ce problème-là depuis des années. Vous pensez que c'est simple? On n'a pas cette volonté-là. Ceux qui sont à cet endroit-là ne veulent pas. Ne veulent pas. Nous vous revenons pour vous dire pourquoi ils ne veulent pas. À tout à l'heure. La terre et toute chose t'appartient, Seigneur. Tu es bien vivant pour tout changer. Le salut appartient à notre Dieu.
monsieur, nous vous revenons sur ce plateau où nous recevons pour vous monsieur Koka, où nous parlons de comment les petites et moyennes entreprises peuvent être un facteur de développement d'un pays. Alors, monsieur Koka, vous disiez qu'il n'y a pas de volonté de la part de ceux qui ont le pouvoir de changer les choses en RDC. Pourquoi vous le dites? Parce qu'on voit tel que les choses se présentent. C'est comme je l'avais dit, on tourne en rond. Parce que il faut absolument parler et trouver des solutions, ça on peut. Il faut avoir les idées. Parce que quand on se sent limité, je crois qu'il y a moyen de voir les autres, l'expérience des autres. On n'a pas inventé la roue, maman. L'Afrique du Sud a les mêmes réalités que nous. On peut approcher l'Afrique du Sud dans différents domaines. Nous avons des Congolais qui sont ici. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de Congolais qui sont ici. L'avantage de la diaspora sud-africaine, ça veut dire que nous avons la tête et surtout que nous participons d'une façon ou d'une autre. Il y a les ingénieurs, il y a les docteurs, il y a les économistes, et l'Afrique du Sud bénéficie. Et on peut faire ça chez nous. Je disais donc, ça veut dire qu'avec cette histoire d'arranger, changer un peu les choses, oui. Mais quels sont les mots dont nous souffrons là-bas aujourd'hui chez nous? Ne fût-ce que du point de vue apparence. D'abord, il y a le phénomène Kuluna, la sécurité, il y a les routes qui ne sont pas bonnes, il y a les embouteillages. Vous comprenez? Ça sont des choses, les inondations. Les inondations, oui. Et puis la saleté. Ça, ce sont les facteurs clés qu'il faut absolument changer et au plus vite. Au plus vite. Et il y a moyen de faire ça. Et l'argent, ça se trouve au Congo. Vous pensez que pour le faire, on a besoin de l'aide étrangère ou bien on peut le faire de nous-mêmes? Nous-mêmes, pourquoi? Nous-mêmes, nous pouvons. Parce qu'il y a l'argent au Congo. Parce que ça surprend quand même que, par exemple, pour construire les routes, Safricas existe, mais pourquoi il faut inventer des étrangers, chinois et consorts pour venir construire? Une question de financement, non? Parce que ces gens-là, quand ils apportent leur financement, leur technologie, ils amènent leur argent, ils apportent aussi leur personne. Et on se retrouve un peu... Nous pouvons faire ça nous-mêmes. Question de volonté. Il faut qu'on s'y mette, qu'on se sente congolais. Il faut aimer le pays. Il faut qu'on aime notre pays. Vous croyez que qui va développer le Congo? C'est nous-mêmes. Il ne faut pas compter sur les étrangers. Comment voulez-vous? Nous ne pouvons pas toujours tendre la main. Fonds monétaire, les pays amis du Congo, la Banque mondiale. Non, il y a l'argent au Congo. Vous voulez que je développe encore plus? Oui, un exemple de manière très pragmatique parce que par moment, quand on reste dans trop intellect, on ne passe pas trop le message à tout le monde qui nous suit. De manière très pratique, qu'est-ce qui peut être fait? Par exemple, sur les factures de l'électricité ou quoi? L'électricité, ça, c'est ceux qui sont dans cette technicité. Oui, ça, c'est autre chose. Mais il y a moyen. Parce que maintenant, ce problème d'électricité, c'est quoi? C'est pratiquement ce qu'on a vécu un peu ici avec le délestage en Afrique du Sud. Oui. Parce que ce qu'on avait prévu, c'est que on avait prévu du temps de l'apartheid, ce n'est pas pour le moment la même chose. Vous allez trouver le nombre de la population a augmenté. Oui. Chez nous, c'est ce qu'on appelle la promiscuité. Une grande parcelle, on divise ça. Ça, c'est encore quelque chose que l'État doit absolument intervenir et défendre. Une parcelle qui était, disons, prévue pour une seule famille, maintenant vous trouvez 10, 15 familles là-dedans. Quelqu'un peut vous acheter 10 mètres sur 6. Allez, piou, il construit un immeuble. On a vu ça où? On a vu ça où? Il y a des raccordements insolites. Frauduleux. Est-ce que vous pouvez accepter ça? C'est ça le problème que nous avons. L'autorité de l'État en la matière doit être exercée. Ça, c'est le côté électricité. Je mets ça de côté. Il y a boire à manger là-dedans. Mais je crois qu'il y a moyen d'arranger. Ici, il n'y a plus de délestage. Hein. Du moins, nous, ici, nous n'avons plus. Non, nous n'en avons plus. On en a parlé, les gens ont fait pression parce qu'il y avait quelque chose, c'est un problème de volonté. Ils ont arrangé. Ça, par exemple, on peut venir et apprendre des Sud-Africains comment est-ce qu'ils ont fait. Et je sais que ces gens-là chez nous savent où se trouve le problème. Il faut d'abord ce problème d'habitat. Le ministre, on appelle ça habitat, quoi. L'urbanisme et l'habitat. Oui, il doit faire un effort. Le ministre de l'Affaires foncières, on doit interdire cette pratique de pouvoir vendre un terrain à plusieurs personnes. On construit n'importe comment. Là où c'est normalement des maisons rez-de-chaussée, on trouve des étages à 10 niveaux, mal construits, avec tout le risque que ça puisse tomber sur les gens.
Ben, on en a vu un tomber à la Gombe au cours de la semaine passée. Encore. Ouais, ça sont des choses qu'il faut éviter. La promiscuité. On habite comme ça. Sa porte est là, ma porte est ici. Non, tout ça, les gens sont avides d'argent. Et là, nous sommes en train de parler des mauvais côtés et des choses qui empêchent le développement des petites et moyennes entreprises, parce que ceux de l'extérieur et comme de l'intérieur, nous allons tous apporter notre pierre de contribution. Oui, monsieur. Je peux continuer un peu là? Oui, allez-y, je m'excuse. Vous comprenez, chacun peut apporter sa petite contribution. La petite contribution, c'est quoi? Il faut essayer de faire comprendre à la population. Qu'est-ce que fait la RTNC? La RTNC doit pouvoir faire des émissions, ouais. Même la RTGA, les médias. Oui. On va pouvoir faire un effort de ce côté-là. Au lieu que tout le temps qu'on parle de politique, pasteur, des histoires comme ça, non, il faut éduquer la population. Il faut éduquer la population, c'est très important. Je reviens là-dessus. Oui. Vous avez vu l'histoire des rames. Si ça a été bien fignolé, si ça a été bien fait, je crois qu'aujourd'hui, on ne serait pas là où nous nous trouvons. Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que ça a rapporté beaucoup d'argent. Mais comme j'avais dit, le fait retour, la population n'a rien vu. Ça crée une démotivation. Les gens ont critiqué, les gens ont commencé à manifester, tout ça. Il y avait pas, c'était pas clair. Mais si on le fait, dans travers le monde, on le fait. La politique du grand nombre, chacun participe. Vous voyez, la SNEL peut mettre ne fût-ce qu'un dollar. Avec cette histoire de rame, on prend ne fût-ce qu'un dollar ou 2 dollars. Vous ne le sentez pas. Mais le grand nombre, nous sommes à combien? 85 millions. Tout le monde utilise les cell phones. La SNEL a combien d'abonnés? Alors, quand il y a cet argent-là, il faut diviser ça au prorata. Oui. Il faut diviser ça au prorata parce que nous n'avons pas une gestion décentralisée en ce domaine-là. Ça veut dire que chaque commune n'est pas autonome. Mais ici, chaque ville est autonome. L'électricité en Afrique du Sud est gérée par la ville de Pretoria, le City Council. Mais celui qui produit, c'est l'ESCOM. Oui. L'ESCOM vend. City of Tshwane nous charge. Distribue, oui. Mais un type qui est directeur à City of Tshwane, il n'a pas envié un ministre ici en Afrique du Sud. Hein. Il vit très bien. C'est comme ça. Et si on essaie de faire ça chez nous, mais il y a l'argent. Vous regardez Tchango là, mais il y a des milliards qui circulent chaque jour. Il y a des milliards. Il suffit de prendre ne fût-ce qu'un dollar à chacun d'entre eux et bien gérer. Le problème, c'est surtout ça. La gestion. La population, quand ils se retrouvent, nous les Congolais ne sommes pas violents. Non, on n'est pas contre. On ne trouve pas ça, ça devient compliqué. Parce que là, on est sous pression, on est tendu et ça crée des frustrations. Mais quand on gère ça très bien, on prend cet argent, on fait ce qu'on devait absolument faire, arranger les routes. Et ça va créer l'économie. Et parfois, vous voyez les choses monter dans cette spéculation des prix, tout ça là. C'est seulement la mauvaise foi. Parfois, il n'y a rien de soubassement. C'est parce qu'avec cette tension, toute personne cherche absolument à faire sortir sa tête, la survie. Et c'est ça qui crée l'inflation. Ça, c'est un facteur qu'on néglige. Mais c'est ça aussi. La personne n'est pas tranquille. Et cette histoire de trouver le dollar à chaque bout, non. Ici en Afrique, vous venez avec votre dollar, ça va vous rester en poche. Hein. Vous allez dans aucun magasin, vous acceptez ça. Évidemment, si vous allez chez les étrangers, nous les étrangers, c'est là où nous faisons nos histoires. Mais avec le Sud-Africain, non. Ces gens-là ne vont pas prendre. C'est le rand sud-africain. Et c'est ça. Et vous voulez faire le truc d'échange? Non. Allez à la banque. Oui, allez à la banque ou bien enregistrez-vous à la banque centrale pour qu'on puisse vous connaître. Il faut avoir le contrôle de ce côté-là. C'est un des aspects que je donne seulement comme ça en passant pour dédollariser l'économie. Ça, c'est un des facteurs qui fait la spéculation. Comprenez un peu. Mais s'il faut en revenir, la participation de tout le monde. Si tout le monde participe, on éduque la population. L'État prend ses responsabilités et crée l'atmosphère. Même les étrangers, quand ils viennent chez nous, ils vont... Donc, quelqu'un qui vient chez vous, il faut qu'il trouve que non, l'environnement répond, avant de rentrer dans la profondeur des choses, avant de négocier. Mais quand déjà l'apparence ne suit pas, donc vous créez ce qu'on appelle la démotivation. Vous pouvez aller à travers, monter sur votre toit, crier comme vous voulez, personne ne viendra. Et nous sommes en train de faire le marketing, que les gens viennent chez nous investir, mais il faut qu'on arrange les basics. Et ceux qui sont démotivés essayent de démotiver ceux qui essaient encore de travailler.
C'est ça. Vous comprenez un peu? Il faut qu'il y ait cette volonté-là, que chacun d'entre nous se sente congolais, qu'on cesse d'avoir la politique de la main tendue, qu'on cesse d'avoir la politique de la main, une main longue, mouyibi. Et que l'on crée des petites et moyennes entreprises, qu'on se prenne en charge. Prends en charge, vous encadrez cette jeunesse-là, qui ont des skills à gauche et à droite dans différents domaines. On les encadre, j'avais dit, avec une certaine motivation. On prend, même du côté police, simple, la police est tout à fait administrative aussi. Il y a certaines mesures qu'il faut dire, mais je ne vais pas les dire ici. Comprenez un peu, nous n'avons pas de roulage, il n'y en a pas. On confond un peu les choses chez nous. La gendarmerie pour la circulation. Les plaques du mec. La circulation. C'est pas sécurisé. Cette voiture-là peut changer de plaque. À tout moment. À tout moment. Vous savez ici, je peux vous donner un exemple. Ma fille avait perdu sa voiture si ça a été hijack. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de plaque. Tu sais comment on a retrouvé la voiture? La police a tapé seulement. En voyant ces... La police est psychologique. Hein. En regardant ces jeunes gens, ils disent, something's wrong. Ils ont tapé seulement la plaque. Ils ont eu le retour. Non, c'est pas la bonne plaque pour la voiture. Pour la voiture. Ils ont fait la chasse. Ils ont récupéré la voiture. Vous comprenez un peu, c'est sécurisé. Mais si déjà il n'y a pas un système, comme vous dites, d'identification en RDC. Il faut qu'on y arrive, Et ça, c'est primordial et c'est très important. Vous avez dit, il nous faut seulement de la volonté. Il faut seulement de la volonté. Les moyens viendront d'où, vous dites? Nous avons les moyens chez nous. Nous avons les moyens chez nous. Non, c'était juste une façon pour moi de vous inciter à le dire. Nous avons les moyens chez nous. Même, il faut faire participer tout le monde. Mais le grand problème, c'est le fait retour. Quand on ne voit rien, alors ça commence à aller dans les poches des gens, alors là, ça ne va pas. Et quand il y a une bonne justice et il y a les gens contribuent, il y a un bon retour, vous allez voir, le Congo, 1 année, 2 ans, ça va changer à partir de Kinshasa. Sans vouloir vous interrompre, c'est quoi votre mot de la fin? J'en appelle à tous les Congolais. Oui. Ceux de la diaspora et ceux qui sont au pays, de pouvoir aimer notre pays. Ceux qui sont dans une certaine parcelle d'autorité, qui essaient d'aider le président. Nous avons un bon président. Ça, c'est sans flatterie aucune. Vraiment, on voit ça. Vous avez déjà peut-être une promesse? Non. Non. Moi, je ne suis même pas là. Je suis même pas là. Oui. Mais je peux tout servir mon pays là où je suis. Oui. Que tout le monde puisse se sentir congolais. Qu'on supporte notre pays. Que tous ceux qui viennent chez nous pour créer les désordres, qu'on puisse les bouter dehors. L'identification du Congolais est très importante. Très importante. Il faut absolument arriver. Cette histoire car l'identité, c'est une priorité des priorités. Et mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut dépolitiser la gestion du pays. Surtout au niveau des entreprises publiques. Il faut dépolitiser ça. Parce qu'il est de tel parti, on va lui donner telle entreprise. Il y a des contraintes dans tout ça. C'est ça qui crée la frustration. C'est ça qui crée la mégestion. Quelqu'un qui n'est pas capable, on lui confie cette entreprise-là parce qu'il est de tel parti. Ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il est de telle obédience. La compétence doit jouer. Donc, vous pensez que la politique a un très grand rôle à jouer par rapport à la création de petites et moyennes entreprises parce qu'elle doit créer l'environnement des affaires, elle doit créer la propreté, la lumière, mettre le peuple dans les conditions qu'il faut pour que l'entrepreneuriat prenne l'envol. C'est ce que l'international fait, do business. Nous sommes côté quantième, le Congo. Quand ils disent ça, do business, ça veut dire qu'il y a des critères. Il y a des critères. Et cette histoire de guichet unique, d'abord j'avais dit qu'il faut qu'on enlève cette histoire du nom de guichet unique. Il faut trouver un nom approprié pour que quand on cite ce nom-là, on sait que non, c'est tel service. Il ne faut pas mettre guichet unique. Guichet unique, c'est un système. Vous comprenez un peu? Donc, ça sont des petites choses qu'il faut arranger. Mais, ce que je dis, il y a l'argent chez nous, que chaque Congolais puisse mettre la main dans la pâte. Et ceux qui sont dans la gestion du pays, qui ont une certaine autorité, une parcelle d'autorité pour pouvoir gérer le pays, il faut absolument cette volonté-là d'aimer le pays.
Vous comprenez un peu. Voilà, mesdames et messieurs, qui est dit. Merci beaucoup, monsieur Koka, du temps accordé pour cette interview. Alors, mesdames et messieurs, nous étions très contents de vous servir. Comme nous le disions au début et en pleine émission, nous avons dit que nous essayons d'apporter notre pierre de contribution à la construction ou au relèvement de la RDC. Mesdames et messieurs, nous cherchons les Congolais dans la diaspora qui ont émergé et qui travaillent pour la République sud-africaine, qui ont des idées à partager pour nous aider à reconstruire notre RDC. Eux seuls, ça ne suffira pas. À moi seul, je ne pourrai rien faire. Le président de la République non plus. Alors, si chacun met la main dans la pâte, alors nous pouvons déjà commencer à rêver un Congo nouveau. Et mesdames et messieurs, cela sera possible. Merci d'avoir accordé du temps pour nous suivre. Les numéros de contact sont affichés, l'adresse email également. Écrivez-nous vos réactions, vos suggestions et propositions. Nous vous reviendrons avec monsieur Koka sous un autre thème parce que, comme sur votre demande, vous avez dit que la dernière fois, nous avons fait de manière ramassée sur beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous avons parlé des petites et moyennes entreprises et comment équiper la jeunesse qui est l'avenir du pays en leur octroyant des crédits, en créant de l'emploi également. Mesdames et messieurs, merci. Au revoir. Kolo, oh yo ya Congo,